Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Chasse et Pêche Express. Aujourd'hui, une émission spéciale. Mes capsules web sont tellement populaires qu'on a réussi à vous les présenter pour la première fois à la télévision. Des scènes inédites, on regarde ça ensemble. Ah, les fameuses lunettes de visée, hein? Tout le monde rêve d'avoir une lunette de visée de qualité sur sa carabine de chasse. Mais voilà, plusieurs fois, les chasseurs font l'erreur suivante. Ils arrivent, par exemple, au magasin de chasse et pêche, se magasiner une belle carabine de chasse. Ils ont quand même un budget limité. Alors, on doit poser des bonnes questions. Première question que je pose aux clients, par exemple, quel animal chasses-tu? L'animal va me dire un peu vers quel calibre orienter notre chasseur. De par ses réponses, je lui dis après ça, est-ce que tu es sensible au recul de la carabine? Parce que je ne lui donnerai pas, par exemple, un calibre Magnum à fort recul sur l'épaule lorsque, par exemple, il chasse de petites espèces. Donc, tout ça, bien informé, je me donne une idée un peu. Et la question fatidique, quel est votre budget? Parce qu'on a des carabines de 300, 400 $, peut-être même une usagée, et ça peut monter à plusieurs milliers de dollars. Alors, par exemple, un chiffre rond, mettons, le monsieur, la madame a 1000 $ de côté pour s'acheter une carabine. Alors, je lui dis à ce moment-là, OK, avez-vous pensé à votre lunette de visée? Parce que ce sont des frais quand même qui ne sont pas cachés, mais qui sont relativement dispendieux. Parce qu'il est très important, et ici, il faut bien prendre connaissance que la lunette de visée va faire en sorte que c'est l'élément le plus important de votre carabine. Souvent, je dis aux gens, si tu as payé ta carabine 500$, bien, garde-toi un budget de 500 $ supplémentaires pour ta lunette. Parce que c'est ta lunette qui va te permettre de chasser très tôt le matin, de pouvoir chasser jusqu'à la limite permise le soir venu, qui va te permettre de bien voir ton gibier, d'évaluer les distances et de faire un coup de feu propre et précis. Donc, la lunette de visée n'est pas ici un élément à négliger. Si tu as un budget de 1000 $ et que tu mets 900 $ sur ta carabine, avec le 100 $ restant, je ne te conseille pas du tout d'agir de la façon parce que tu vas avoir une lunette de piètre qualité et ce n'est pas ça qu'on veut. À la limite, tu devrais avoir une lunette de visée qui est supérieure à la qualité de ta carabine. Parce que n'oublions pas les frais que ça l'encourt. Ben beau, la belle lunette que je sors de la boîte et que je contemple, mais elle ne se pose pas seule et ça prend des accessoires. Entre autres, deux accessoires essentiels qu'on appelle les bases qui vont venir se positionner et se visser solidement au châssis de ta carabine, sur le boîtier de culasse. Sur les bases vont venir s'ajuster deux montures qui sont en fonction du cylindre ou du diamètre de ta lunette. Et ça, bien fixé par un spécialiste ou vous-même à la maison en positionnant très bien votre lunette et en gardant ici la bonne distance entre l'œil et l'oculaire pour ne pas recevoir la lunette dans l'œil au moment du coup de feu. Une fois tous ces ajustements faits là, eh bien, il y a deux tourelles sur la lunette qui vont permettre l'ajustement précis de la lunette. Parce qu'on veut que la lunette puisse viser un point précis et on veut que le projectile de notre carabine atteigne également ce point précis-là. Et c'est là qu'en magasin, on peut faire un préajustement. On va lui mettre un présajusteur, par exemple, dans la bouche du canon pour bien enligner le réticule ou la croix du télescope sur cet appareil-là, ou d'autres vont pratiquer avec une cartouche factice que l'on met qui va représenter un rayon laser sur le mur pour faire le préajustement. Mais aucun ajustement ne sera aussi précis que se déplacer au champ de tir et d'essayer notre carabine, finalement, sur une véritable cible. Je préconise les cibles rouges parce qu'elles sont beaucoup plus visibles qu'une cible noire si on veut ajuster notre carabine à différentes distances. On va voir apparaître les points d'impact beaucoup plus facilement. Vous remarquerez également que ma cible, elle est quadrillée. Les carrés ont 1 pouce par convention. Ce qui fait que sur ma lunette de visée, lorsque je dévisse les petits capuchons de mes tourelles, j'ai des vis, des molettes d'ajustement. Je lui insère, par exemple, un sous-noir pour la faire pivoter à droite ou à gauche, ou que j'entends les clics caractéristiques de l'ajustement. Chacun des clics de mon télescope va correspondre à 1/4 de pouce sur ma cible, ce qui fait que si je veux tasser mon point d'impact d'1 pouce, eh bien, je devrais faire au moins 4 clics sur mes tourelles d'ajustement, à condition que ma cible soit distante de 100 verges de mon pas de tir.
Donc, avec ceci en tête, n'importe quel chasseur du Québec qui vient de se procurer une nouvelle carabine avec une lunette de visée peut aller au champ de tir et ajuster sa carabine pour qu'elle soit précise et bien maniable. Aujourd'hui, je vous relate un fait de vie. J'étais à la pêche à l'Omble de Fontaine dans la réserve faunique des Laurentides, au nord de la ville de Québec. Pêche à l'Omble de Fontaine et, bon, quelque temps, mon quota a été pris, donc ma pêche fut terminée. Cependant, un guide vient me voir en me disant « On peut quand même essayer la pêche au toulet-dit, la fameuse truite grise. » Ah, mais j'ai dit, dans mon coffre à pêche, j'ai juste de l'équipement, finalement, pour pêcher l'Omble de Fontaine. Ah, il dit, non, on veut s'arranger avec les moyens du bord. Il dit, on va pêcher en profondeur. Alors, tout de suite, dans ma tête de pêcheur, je me suis dit, il va me faire pêcher avec un marcheur de fond. Tout le monde connaît bien cette pièce d'équipement, qui est une genre de tige métallique avec un poids relativement substantiel, quand même un 2 onces, 3 onces. Ici, on a un 3 onces. Notre ligne à pêche vient s'attacher directement sur notre broche plombée. Et avec un émerillon ici, j'y vais mettre un bas de ligne avec mon leurre pour que je puisse attraper un poisson en profondeur. Ce qui fait que je peux descendre facilement 40 pieds, 50 pieds, voire même 60 pieds de profond, là où les truites grises, souvent au cœur de l'été, aiment s'y cacher. Alors, je lui dis à notre guide que je n'ai pas de marcheur de fond. Oh, il dit, moi non plus, on va pêcher au clou. Oh, me voilà perplexe, pêcher au clou. Ouais, il dit, quand même, ça coûte cher, hein, les marcheurs de fond. Et lorsqu'on s'accroche et puis on perd tout notre équipement dans le fond du lac, c'est pas très rentable. Alors nous, on s'est développé une façon économique de pêcher en profondeur à faible coût. Et on s'équipe non pas chez un magasin de chasse et pêche, mais chez le quincaillier. Alors, il me sort de son coffre à pêche un gigantesque clou de 10 pouces, de 12 pouces de long, qui fait quand même osciller la balance à plus de 3 onces, un peu la même chose que mon marcheur de fond. Mais là, je me dis, ouais, il n'y a aucune perforation là-dedans, aucun endroit pour accrocher notre ligne à pêche. Alors, j'ai bien observé ce que le guide faisait et je vous le retransmets aujourd'hui. Alors, il a pris la ligne à pêche émanant de mon moulinet, dans ma canne à pêche, et il lui a attaché, évidemment, solidement, un émerillon de qualité quand même, pour les poissons relativement costauds. Alors ici, pour le bien de la caméra, je fais un nœud de pêche tout à fait de ce qu'il y a de plus conventionnel. Ce n'est qu'un exemple que je vous donne. Donc, une fois ça bien attaché et bien noué, je coupe le surplus avec mon coupe-fil. Alors, comment va-t-il faire pour accrocher son fil à pêche au clou? Alors, il amène son fil à pêche près de la tête du clou et laisse dépasser de quelques centimètres ici le bout de mon fil à pêche avec l'émerillon de qualité. Il est venu lui appliquer un mince ruban adhésif pour maintenir le montage en place, mais je me suis dit, c'est jamais assez solide si jamais une grise vient mordre après ce montage-là. Le papier ruban va se déchirer et il va perdre son clou. Malgré qu'il coûte 35 cents, c'est quand même un investissement, mais c'est là qu'il a sorti de ses poches un ruban élastique. Surtout ceux qui proviennent des pinces de homard. Vous savez, les gros élastiques bleus assez massifs, c'est ce qu'il avait dans son coffre à pêche et il y en avait une bonne quantité. Bon, moi, j'en ai pas sous la main, mais ce que j'ai, par contre, c'est un élastique ici que je vais tortiller rapidement comme ça autour de la tête de mon clou pour faire office de belle emprise sur mon fil à pêche. Alors, mon montage est ainsi complété. J'ai ma ligne à pêche et j'ai mon clou. Alors, avec mon petit centimètre de fil qui dépasse et mon émerillon, je viens lui rattacher mon bas de ligne. Alors, je me coupe un bout de fil relativement long, dépendamment de la température de l'eau et de la période de l'année. Ce bas de ligne-là peut atteindre 6 pieds, voire même 10 pieds de long. Un fil entre 8 et 14 livres de résistance, que je viens tout simplement lui faire ce qu'on appelle une vulgaire loupe au bout du fil, que je noue comme ça, et que je vais venir accrocher à mon clou, ou c'est-à-dire à l'émerillon que je viens d'installer. Je ferme mon émerillon, donc ici, j'ai ma ligne à pêche, j'ai mon fameux clou relativement lourd, et j'ai mon bas de ligne qui est attaché à mon émerillon sur une certaine distance. Maintenant, au bout de mon bas de ligne, je lui ai déjà préalablement noué un petit émerillon que je vais venir accrocher le leurre que je souhaite. Bon, un des leurres préférés
un peu imite la proie préférée de la truite grise, c'est sans contredit l'éperlan. L'éperlan de lac, ici, qui est représenté par une petite cuillère Sutton. La Sutton vient déjà avec un trépied, donc il ne me est maintenant très facile de nouer ma Sutton par l'anneau fendu à mon émerillon pour en faire un montage classique. Mais moi, vous savez, j'aime pas trop ce qui est classique et j'aime sortir un peu des sentiers battus. Alors, j'ai sorti une mouche de mon coffre, une grosse mouche qui est un genre de streamer faite avec du cristal flash et des grandes plumes orangées que je suis venu nouer à mon émerillon en tant que tel, petit émerillon au bout de mon clou, que j'ai noué le tout. Et c'est avec ce montage-là que j'ai pêché à plus de 80 pieds de profond dans le lac des Neiges, dans la réserve faunique des Laurentides. J'aurais pu tout aussi bien y mettre une William, une Trophy 2, aussi qui a une action ondulante très prisée de la truite grise qui vient en couleur rouge ou en couleur bleue. Mais qu'à cela ne tienne, ça s'appelle le montage au clou, un montage économique. On s'équipe non pas au magasin de chasse et pêche, mais plutôt à la quincaillerie du coin, grâce à un clou de 10 à 12 pouces de long, qui fait facilement de 3 à 5 onces. Et c'est la longueur du bas de ligne ici qui va faire foi à votre succès de pêche, et vous venez y accrocher le leurre que vous voulez. Pêche économique et qui fonctionne parce que j'ai pris rapidement mon quota de 2 grises sur le lac des Neiges. De toutes les activités à caractère faunique, une de mes préférées est sans contredit le piégeage des animaux à fourrure. Piéger des animaux, oui, effectivement. Une activité quand même ancestrale, historique. Les premiers colons qui ont colonisé la province de Québec, le marché des fourrures les ont attirés ici parce qu'on avait une contrée giboyeuse. Et la fourrure avait quand même, à cette époque-là, une utilité sans précédent. Les gens s'en servaient pour se couvrir et en plus de ça, bien, les différents artefacts qu'on ramassait à partir des animaux, griffes, dents, les os, la graisse, servaient pour des usages quotidiens ou même un peu la bijouterie. Évidemment, avec l'évolution des activités, le piégeage a perdu un peu ses lettres de noblesse parce que certains ont dit que c'est une activité qui était cruelle et en tout cas qui n'était pas très bien acceptée socialement. Mais le Canada a fait beaucoup d'efforts pour la rendre acceptable socialement, de par le fait que maintenant, les pièges utilisés sont des pièges certifiés. Ce qui veut dire que l'animal qui se prend dans le piège meurt presque instantanément et sans souffrance. Et d'ailleurs, on doit attraper certains animaux comme ça parce que ça vient contrebalancer un peu les excès de ces populations-là. Entre autres, la fameuse martre d'Amérique est prélevée à plus de 30 000 exemplaires par année seulement au Québec. C'est quand même incroyable pour un animal que l'on voit rarement en forêt. Donc, ces animaux-là sont abondants et la gestion, quand même, se fait de façon très bien, je dirais, encadrée. Mais certaines fois, vous allez à la pêche en forêt et vous apercevez, par exemple, perché dans un arbre, une genre de cage, une genre de petite cabane en bois ici. Eh bien, ça veut dire que le territoire que vous arpentez, peut-être pour vous en aller à votre lac de pêche, est géré par un piégeur. Le piégeur laisse certaines installations en forêt pour que lorsque la saison du piégeage commence, bien, ces installations sont déjà là. Il y a une cage comme ça, grillagée, qui sert évidemment à n'y rien serrer un appât. Il y a une petite porte ici. Le piégeur vient insérer un petit morceau de viande quelquefois pour attraper, par exemple, la martre d'Amérique. Et à l'entrée de la cage, il va venir y positionner un petit piège. Le petit piège se positionne comme ça pour bloquer complètement l'entrée de la cage. L'animal attiré par l'appât ne peut pas y avoir accès, bien, n'a pas le choix que de pénétrer dans le piège pour venir s'alimenter. Ce qui fait à ce moment-là que le piégeur a capturé un animal à fourrure, évidemment, avec son permis et les modalités de gestion. J'aime bien ce type d'installation-là parce qu'il se transporte assez aisément et c'est léger. Cependant, le grillage fait en sorte que mon appât et mon piège ne sont pas protégés des intempéries. Une pluie verglaçante, par exemple, ou une chute de neige abondante vient rendre mon installation inopérante. C'est pourquoi que je préfère, moi, de loin, la petite boîte en bois. Elle est beaucoup plus, genre, naturelle, se confond à l'environnement.
toujours muni d'un grillage. Ce que j'aime particulièrement, c'est que je viens attacher mon appât sur le grillage, permettant par exemple à des oiseaux ou à des écureuils de venir grignoter mon appât sans qu'ils aient l'idée de pénétrer à l'intérieur et de déclencher mon piège, ce que je ne veux pas parce que ce ne sont pas des animaux qu'il m'est légalement permis d'attraper. Je veux attraper la martre d'Amérique. Donc, je lui mets un petit morceau de castor faisandé, par exemple, attaché avec une broche, permettant à ces petits animaux-là de venir grignoter. Mais si la martre, par exemple, arrive et veut absolument avoir un morceau de castor, bien, le même principe de base. Il y a 2 encavures le long de mon piège, me permettant d'entrer les 2 ressorts de mon piège à l'intérieur de la boîte. Ici, l'accessoire qui dépasse, c'est ma barrure de sécurité, parce que je ne voudrais pas faire une maladresse et me coincer les doigts dans mon piège. Quand même des pièges relativement puissants, parce que je le rappelle, on ne veut pas faire souffrir l'animal, on veut le tuer sur le champ. Alors, en bloquant l'entrée de ma boîte comme ça permet à la martre de voir mon appât dans le fond de la boîte, et à ce moment-là, bien, de se décider, étant donné que le ventre mène un peu le monde de la forêt, hein, c'est le ventre qui fait tout, alors elle ne pourra pas résister à mon petit morceau de castor qui fait en sorte qu'elle va se prendre dans mon piège, ce qui va contribuer finalement à la gestion des populations de martres d'Amérique, qui, je le rappelle, sont très abondantes, et ça va faire finalement un revenu pour le piégeur. Évidemment, cette installation-là se fait dans un habitat fréquenté par la martre d'Amérique, soit un habitat de conifères. On attache solidement la boîte sur une branche d'un arbre, par exemple, pour ne pas qu'elle soit accessible par un ours, par exemple, ou un raton laveur, et on permet à la martre d'y avoir accès et on la camoufle avec quelques branches. Alors, pour répondre à la question, à quoi peut bien servir ces boîtes en forêt? C'est pour gérer nos populations d'animaux à fourrure. À ma chronique Chasse et Pêche Express d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on essaye toujours, nous les pêcheurs, d'essayer de trouver le petit gogos qui va nous permettre peut-être de faire une meilleure pêche ou quel est le nouvel article dans les magasins finalement qui va faire de moi un piètre pêcheur, que j'étais un meilleur pêcheur cette année. Bref, hein, on est toujours un peu maniaque, on est toujours à l'affût. J'ai trouvé un leurre assez particulier ces derniers temps, relativement populaire aux États-Unis. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, vous savez, il y a des tournois de pêche, hein, les Bassmasters, puis des tournois de prédateurs un peu partout en Amérique du Nord, beaucoup plus populaires chez nos voisins du Sud, et on a interdit l'utilisation de ce leurre-là. Eh bien oui, parce qu'il semblerait qu'il est trop efficace. Alors, je me suis rué vers un magasin pour essayer de m'en procurer un. Alors, je vous le présente. C'est ce qu'on appelle dans le langage populaire le rig Alabama, c'est-à-dire un leurre parachute. Qu'est-ce qu'un leurre parachute? Aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est une petite tête d'où est rattaché 5 broches munies de 5 agrafes. Donc, différentes compagnies américaines le fabriquent. Il s'agit ici, lors de l'achat, de vérifier si les attaches ainsi que les émerillons sont de qualité. Donc, vous pouvez le déballer et actionner chacune des agrafes. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est un leurre qui est assez particulier. On peut attacher, et vous me suivez, au-delà de 5 leurres ou appâts différents pour un peu simuler un petit banc de poisson appât. Le petit banc de poisson appât, éventuellement, va peut-être attirer un prédateur qui va se ruer vers ce banc de poisson-là, croyant que c'est peut-être des appâts véritables, et va se faire leurrer par votre leurre Alabama. Maintenant, comment l'utilise-t-on pour avoir un peu du succès? C'est surtout ça la question qu'il faut se poser, parce que vous imaginez 5 cuillères différents avec 5 bas de ligne et 5 hameçons. Si jamais ça vrille un peu dans l'eau, on vient en mêler, ça nous fait une perruque absolument indémêlable. Ce qui fait qu'il y a une façon de bien s'organiser, autant pour lancer notre leurre dans différentes structures que de traîner derrière un bateau pour, encore une fois, tenter de simuler un banc de petits poissons. D'entrée de jeu, je dois vous parler de la réglementation de pêche au Québec. Au Québec, on nous dit qu'on n'a pas le droit d'avoir plus de 5 hameçons sur notre canne à pêche. Donc ici, la réglementation s'applique également à notre leurre parachute, qui fait que si je mets 5 hameçons, ben je ne suis pas conforme à la loi en tant que telle. Ce qui fait que je vais mettre 2 leurres sans hameçons et je vais mettre 3 leurres avec des hameçons. Évidemment, ici, c'est un
un attrait, un attirail qui est bon pour les prédateurs. On parle d'achigan, on parle de brochet, de masquinongé, mais quelquefois, un pêcheur va être surpris peut-être d'avoir attaqué une truite arc-en-ciel, peut-être une touladi, une grosse truite grise, relativement tôt au printemps. Je dis ça parce que c'est un leurre qui a tendance à aller relativement profond et vu qu'il y a une grosse traction d'eau, bien à ce moment-là, ça nous prend une bonne canne à pêche avec un bon fil. Donc, d'entrée de jeu, moi, je vais y mettre des dandinettes, ce qu'on appelle communément des jigs. Alors, j'en ai déjà prémonté 2 sur une tête de une demi-once à peu près. Donc, on y va quand même pas trop lourd parce qu'il va en avoir quand même quelques-uns d'attachés. Donc, sur chacun des crochets, je viens lui insérer mon petit jig. Et ici, j'essaie d'être concept, hein, comme on dit. J'essaie d'avoir un leurre de toute la même couleur. Donc ici, la même tête, une demi-once, peut-être 3 ou 8 onces, avec un jig noir avec une queue chartreuse. Et ici, je les positionne le plus possible sur mes broches du bas. Je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi. Parce que les pêcheurs, de par les écrits qu'ils ont mentionnés dans les différents tournois de pêche, prétendent que les poissons vont attaquer surtout les leurres par en dessous. Ce qui fait que je vais mettre mes hameçons dans les 3 broches qui sont en position inférieure. Et dans les positions supérieures, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre des cuillères, mais que j'ai enlevé préalablement les hameçons. Ici, pour les débutants, assurez-vous que votre dandinette, la queue courbée, soit vers la tête de jig en tant que telle. Vous empalez le leurre sur la hampe de l'hameçon. Vous faites sortir un petit peu l'hameçon et la queue ici est dans le même sens que la courbure de votre hameçon. Je viens ici insérer ma tête de jig sur mon leurre parachute. Alors ici, je vais avoir mes 3 hameçons réglementaires au Québec sur mon leurre, de cette façon. Et sur les 2 en haut, bien, je vais aller me chercher un genre de petite darty. Hein? C'est une compagnie qui fabrique un genre de cuillère en forme de poisson. Et je vais les insérer. Ici, toujours au niveau concept, mes jigs sont noirs, donc je vais essayer d'avoir des imitations de petits poissons le plus foncé possible pour que, évidemment, que le prédateur qui va vouloir attaquer mon leurre, ben, puisse voir que c'est tout un peu la même espèce, que je ne suis pas en train de mettre un poisson bleu avec un orange et avec un rouge, ce qui pourrait peut-être éveiller ses soupçons, même si on dit qu'un poisson, hein, c'est pas eux autres qui ont inventé les boutons à gâteau. Mais n'empêche, on va respecter un peu le concept de tout avoir à peu près la même couleur. Donc ici, j'ai mes 3 têtes de dandinettes noires avec des têtes de 1 demi-once. Et pour respecter ma réglementation de 3 hameçons par canne à pêche, j'ai 2 cuillères sans hameçon pour quand même faire le banc de poisson. J'attache ça ici à un solide agrafe qui est monté sur ma canne à pêche qui est très rigide. Ici, j'ai une canne à pêche avec un lancer lourd, évidemment, et j'ai un fil de près de 40 livres de résistance. Ce qui fait que je suis capable de lancer mon leurre, je suis capable de le traîner, surtout pour pêcher à des profondeurs de 10-12 pieds à la recherche de gros prédateurs. Mais quelquefois, au printemps, et je termine avec ça, j'enlève mon leurre central ici et je viens lui mettre un bas de ligne avec un gros hameçon solide et un bon vert, ce qui me permet d'attraper peut-être un gros salmonidé un peu plus tôt au printemps. Truite arc-en-ciel, par exemple, ou peut-être même une grosse grise. Donc, le leurre parachute, lorsqu'on sait l'utiliser, bien, je pense que c'est un incontournable pour à peu près tous les pêcheurs du Québec qui veulent tester quelque chose de nouveau. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se donne rendez-vous prochainement pour un autre Chasse et Pêche Express.